Ok, bonjour à toutes et à tous, comment ça va dans la salle? Bien, génial. Alors avant de présenter ce qui arrive, un petit mot pour remettre du contexte. On est aujourd'hui sur la journée sur les épaules des géants. C'est l'événement scientifique de la ville du Havre. Moi je m'appelle Terence, je vais être là toute la journée pour les notamment autres moments qui vont se passer, notamment cet après-midi. Et donc, moi, je vais être juste le modérateur, mais je ne suis pas du tout la personne qui va vous présenter tout ça. J'espère que vous allez avoir une nouvelle image des professeurs de physique, parce que ce qui va se passer derrière, ça va être assez intéressant. J'espère que ça va vous remotiver et vous intéresser. Très intéressant. Moi, j'ai pas été assez. C'était un euphémisme, hein, évidemment. Avec moi derrière, on a Édouard Kerlik et Jean-Michel Courty. Édouard et Jean-Michel, ils sont tous les deux professeurs de physique à Sorbonne Université. C'est à Paris, si vous connaissez. Vous avez tous les deux fait beaucoup de choses dans votre carrière, notamment des rédactions d'articles pour le magazine Pour la Science. Édouard, tu es doyen de la faculté de physique. Et Jean-Michel, tu t'occupes notamment de la collection d'expériences dans cette même université. J'espère que vous avez... Alors, vous savez toutes et tous que vous voyez le monde à travers vos yeux avec de la lumière visible. Là, on va essayer de voir le monde à travers autre chose. Je vais les laisser vous expliquer tout ça. J'espère que vous allez passer un bon moment. Moi, je vous retrouve juste après pour, si on a le temps, un petit moment de questions-réponses avec vous. Voilà. Bonjour. Donc je suis Jean-Michel. Édouard. Voilà. Donc, le monde en infrarouge. Alors, une question tout de suite pour vous. Est-ce qu'à votre avis, avec nos yeux, on peut voir la température? Alors, qui dit non? On va dire que la grande majorité pense qu'on ne peut pas voir la température. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du barbecue? Est-ce que vous pouvez savoir si les braises, elles sont chaudes? Comment? Elles sont rouges. Ah bah donc, on dirait quand même que vous avez vu la température avec vos yeux finalement. Eh oui, quand on a quelque chose qui est très chaud, ça émet de la lumière. Alors là, c'est le verre, un verre qui est un matériau transparent. Hein. Le verre de vos verres, des carafes, est transparent, mais quand on le chauffe, on s'aperçoit qu'il acquiert une certaine température, qui est du jaune orangé. Ça dépend justement de la température. Et en réalité, le maître verrier, celui qui va façonner l'objet en verre, d'un coup d'œil, juste en regardant dans quel état c'est, il va dire « Ah oui, on est à telle température, donc il est malléable, je vais pouvoir le façonner à ma façon. » Juste en le regardant. Alors c'est très curieux que le verre qui est transparent, à partir d'une certaine température, devienne orangé. Et si jamais vous regardez, par exemple, à l'intérieur d'un four à pizza, hein, au feu de bois, et que vous regardez ce qu'il y a dedans, vous verrez exactement les mêmes couleurs. Et pourquoi c'est les mêmes couleurs? Parce que c'est les mêmes températures. Et dernier exemple, là, ce sont des billes d'acier, ce qu'on appelle des billes d'acier, qui sortent d'un haut fourneau. Donc c'est de l'acier à température ordinaire, à 20 degrés, ça va donner la couleur métallique que vous connaissez, un petit peu gris, hein, gris métallique. Mais regardez, quand il sort à très haute température, lui aussi, il est jaune. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'au fur et à mesure qu'il s'éloigne, il refroidit, la couleur change. Non seulement la couleur change, mais on a de moins en moins de facilité à le distinguer. Là, vous voyez qu'on le voit à peine. Et cette couleur-là, violette, quand s'il refroidit un tout petit peu, ça disparaît. Donc ça veut dire qu'on ne le voit plus à température ambiante. Effectivement, on ne voit plus. Je reviens à mon barbecue. Quand les braises sont très chaudes, elles sont rouges. Et puis après, elles sont noires. Pourtant, quand on passe la main au-dessus, on s'aperçoit que les mains elles chauffent très fort. Parce que peut-être que ça n'émet plus de lumière visible, mais ça émet une lumière invisible qui s'appelle l'infrarouge. Et en fait, cette lumière, nous, on ne peut pas la voir avec nos yeux, mais certains animaux sont capables de voir cette lumière, notamment les crotales. Alors les crotales, voilà, ils ont un organe spécial, ça s'appelle les fossettes loréales. C'est ici, en fait, on a l'impression ici, quand on voit ça, que c'est la narine. Non, la narine, c'est le petit trou qu'il y a ici. Là, c'est les fossettes loréales. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez une cavité, un trou, et puis au fond de ce trou, vous avez une petite paroi de peau, très très fine.
quand vous avez du rayonnement infrarouge qui arrive, alors vous allez dire, c'est pas sur les braises, mais ce rayonnement infrarouge, en fait, dès qu'il y a un petit peu de chaleur, tout en émet. Et plus c'est chaud, plus ça en émet. Alors quand vous prenez par exemple une petite souris qui se promène, d'accord? C'est la nuit, il y a une petite souris qui se promène, elle est plus chaude que le sol. Donc elle va émettre plus de rayonnement infrarouge. Le rayonnement infrarouge, il va rentrer dans la petite cavité, et puis il va aller éclairer une partie de la membrane. Si elle est en haut, ça va éclairer en bas. Si elle est en bas, ça va éclairer en haut. Et donc, globalement, qu'est-ce qui va se passer pour le serpent? Il ne va pas voir une image de souris toute nette, mais il y a quelque chose de chaud, et il va pouvoir savoir la direction. Il va pouvoir savoir à quel endroit ça se trouve. Quand il y a du brouillard, par exemple, ou qu'il neige, qu'il y a une voiture qui arrive en face de vous, ce que vous voyez, c'est une tache lumineuse. Vous ne voyez pas la voiture, pourtant vous savez très très bien où elle est. D'accord? Vous voyez deux taches lumineuses, vous savez que la voiture, elle est pile au milieu. Bon, bah, c'est la même chose avec le serpent. Il dit, tiens, il y a un truc très chaud. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Il sort sa langue. C'est là qu'il a un organe de l'odorat. Il va détecter l'odeur de la souris. Il dit, ah, ah, une petite souris, paf, il la bouffe. Eh oui, non, je suis désolé. Bon, on a dit des CM2, il n'y a pas des trop petits, donc bon, j'espère que je ne vous choque pas trop. Mais en fait, c'est ça la vie dans la... Alors, je vois qu'il y a des questions. Globalement, les questions, on les fera à la fin de la conférence. D'accord? On avance. Voilà. Sauf de temps en temps si on vous en pose. Donc, le crotal, il est capable de voir le rayonnement infrarouge. Eh bien, là, on dispose aujourd'hui d'instruments comme cette caméra qui reposent sur le même principe. Alors, la meilleure solution, c'est de se dire, eh ben, tiens, qu'est-ce qu'on va voir avec cette caméra? Donc, c'est le même principe. Ça veut dire que nos yeux à nous ne sont pas capables de regarder, de voir l'infrarouge, mais cette caméra peut le faire comme le crotal. Voilà. Donc, que j'explique un petit peu ce qu'il faut regarder là-dessus. Alors, juste un point, vous voyez que vous êtes dans le noir, hein? Vas-y. Alors, comment ça se lit? Puisqu'on ne voit pas l'infrarouge, les couleurs qui sont là, c'est ce qu'on appelle des fausses couleurs. C'est juste des couleurs pour nous aider à distinguer le chaud du froid. Un petit peu comme la pastille bleue dans votre robinet qui vous permet de distinguer avec la pastille rouge. Donc, regardez bien. Là, vous avez un pointeur et la caméra vous donne la température au niveau du pointeur. Donc, si Jean-Michel cible, par exemple, le visage d'une personne, voilà, tu cibles un visage? Non, là, tu cibles mal. Oui, voilà. On s'aperçoit, vous voyez, la température, elle est de 35 degrés. Alors, ce n'est pas la température du corps humain, 37 degrés, c'est normal parce qu'on est en contact avec l'air, ça refroidit légèrement la peau. Donc, première chose. Et puis, ici, vous regarderez, ça vous donne la température dans le champ de vision de la caméra. Donc là, quand Jean-Michel vous regarde, la température la plus basse, c'est la température ambiante. On est dans une salle qui est assez chaude, hein, à 24 degrés. Et la température la plus élevée, c'est votre température qui est à 35 degrés. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, ce qui est bleu, c'est plutôt froid. Ce qui est jaune, c'est plutôt chaud. Et c'est par contraste qu'on voit ça. Vous voyez que le plus froid, c'est les murs, hein, ici, dans cette pièce. Et ce que vous pouvez remarquer, donc, comme je l'ai dit, c'est que vous êtes dans l'obscurité. D'accord? Quand vous nous voyez là avec vos yeux, ce que vous voyez, c'est la lumière qui est émise par les lampes et qu'on vous renvoie. Là, c'est dans l'obscurité, donc ce qu'on voit, c'est vraiment la lumière que vous émettez. En fait, vous êtes tous des lumières. Eh oui, bien. Et vous voyez que ça ne dépend pas de la couleur de peau, ça ne dépend pas de ce que vous portez. Hein, vous envoyez, puisque vous êtes à peu près tous à la même température, ça donne les mêmes lumières à l'écran. Alors, vous pouvez remarquer des choses de bizarres, mais on y reviendra. Je comprends pas, là, on est en plein, il pleut et tout, il y en a, ils sont venus avec leurs lunettes de soleil. Oui. Alors... Non, mais qu'est-ce que vous faites avec des lunettes de soleil? Donc, avant de jouer avec la caméra, effectivement, on va explorer certaines de ses propriétés. Alors, pourquoi, effectivement, vos verres apparaissent noirs comme des lunettes de soleil? S'il vous plaît, si vous faites un peu trop les clowns, moi, je ne vais plus viser la salle, hein. D'accord? On joue au début, c'est sympa, donc on l'a fait. Et puis maintenant l'idée, c'est on reste un peu plus calme. Voilà.
Ben, c'est que la lumière infrarouge, ce n'est pas la lumière visible. Donc les propriétés ne sont pas exactement les mêmes. Et par exemple, ce qui est transparent au visible, mes verres de lunettes, mais aussi ce récipient ici, vous voyez qu'il est parfaitement transparent. Bien, dans l'infrarouge, ben, il est opaque. Vous voyez, j'arrive à me dissimuler derrière. Réciproquement, des choses qui sont opaques dans le visible, dans l'infrarouge, ça peut être très différent. Voilà. Donc, combien j'ai de doigts? Ben, si vous me regardez directement mon sac, vous n'êtes pas capable de le savoir. Voilà. Et en revanche... Ouais, mais si tu vas là, voilà. Là, vous savez que j'ai écarté 4 doigts. Donc, c'est opaque dans le visible et au contraire, c'est transparent dans l'infrarouge. Donc, c'est un peu comme avec les vitraux. Quand vous voyez des vitraux, par exemple, qui sont bleus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai de la lumière blanche qui est derrière, la lumière bleue passe à travers le vitrail, mais la lumière rouge ne passe pas à travers. Quand vous avez un vitrail qui est rouge, bah, c'est que la lumière rouge, elle passe, la lumière bleue, elle passe pas. Donc l'infrarouge, c'est qu'encore comme une autre couleur, et il faut s'habituer un petit peu. Donc maintenant, ça veut dire que on a bien choisi, mais il faut quand même faire attention de temps en temps quand on voit des images en caméra infrarouge pour pouvoir les interpréter et comprendre ce que ça veut dire. Alors le fait que dans l'infrarouge, c'est pas comme dans le visible, ça a un certain nombre d'avantages. On met peut-être la diapo ou pas. Par exemple, il se trouve qu'on peut voir à travers le brouillard dans l'infrarouge. Ah oui, on va mettre. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement utile, parce que vous êtes pilote d'avion, vous voulez atterrir, vous êtes en plein brouillard, ben vous ne voyez rien, vous voyez ces espèces de nuages blancs qui vous entourent. Donc à gauche en lumière visible. Oui, donc c'est ce qui est ici. Et en revanche, quand vous passez avec une caméra infrarouge, comme Jean-Michel l'a dit, c'est peut-être pas très précis, très beau comme image, mais vous voyez que ça suffit pour distinguer ce qui se passe. Donc c'est vrai pour les avions, c'est vrai pour des tas de véhicules, et notamment certaines berlines allemandes. Voilà, donc on ne va pas faire de publicité, mais bon, voilà. Ma voiture un peu de luxe. Donc vous avez des caméras infrarouges, ça vous permet de voir la route même quand il y a le brouillard. Et puis surtout, ça permet de voir ce qui est chaud. Donc en particulier, si vous avez une personne qui marche sur le bord de la route, souvent, si la personne n'a pas mis un gilet jaune, eh ben, elle n'est pas très visible. En revanche, avec une caméra infrarouge, on va voir quelque chose de très lumineux. Idem, dans la forêt, des fois, il y a des dangers quand vous avez des animaux sauvages qui traversent, un sanglier, un cerf ou quelque chose comme ça. Eh bien, si vous avez une caméra infrarouge, vous verrez une tache lumineuse qui se balade et vous pourrez l'éviter. Donc pour la sécurité, c'est quand même pas mal. En revanche, bah, le problème, c'est que c'est un petit peu cher. Juste pour info, cette caméra-là fait 14 000 €. Voilà. Oui, bah oui, voilà. Donc on a amené ça, on l'a acheté pour nos étudiants et on en profite, mais c'est pas, voilà, c'est pas donné. Alors on peut avoir des caméras avec un peu moins de résolution qui sont moins chères, mais bon, ça reste pas donné. Et dernière propriété autour de cette lumière-là, du point de vue de l'optique, c'est un effet de miroir. Alors par exemple là, vous voyez, on a déposé du cuivre sur un bout de résine. Est-ce que vous vous voyez dedans ou au premier rang? Est-ce que vous voyez votre image? Non, pas vraiment. Hein. Ce n'est pas un très beau miroir. Hein, parce qu'en fait, je n'ai pas assez poli la surface de mon cuivre. Mais en revanche, alors, il faut que je me place bien. Ah ben voilà. Ouais, me voilà. Attends. Que je remonte. Ou mets-la horizontale, si tu la mets horizontale. Horizontale. Ouais. Voilà. Et que je me... Voilà. Ah oui, c'est moi. C'est bien moi. Donc vous voyez parfaitement mon image en infrarouge. C'est-à-dire que cette chose qui n'est pas un miroir, et d'ailleurs si je fais ça, je pense que tu vois la salle. Oui, on peut voir la salle. Hein. Oui, voilà, on distingue un petit peu la salle. Cette chose qui n'est pas un miroir avec la lumière visible, ça devient un miroir en infrarouge. Alors il y a une explication, hein, c'est que pour avoir un beau miroir, il faut vraiment beaucoup polir la surface. Quand c'est pas assez poli, dans le visible, ça ne marche pas. En revanche, dans l'infrarouge, ça peut continuer à avoir cet effet miroir. Bien. Alors, on a vu un petit peu les propriétés de cette lumière. On vous a dit quand même, c'est quelque chose qui permet de voir la température. Oui, soit dit en passant, alors, voilà. On a nos 3 verres là. On a 3 verres, donc dedans, est-ce que vous voyez ce qu'il y a dans les verres? Pas cela. Hein. Non. Donc voilà. Alors en plus,
on va vous dire que dedans, il y a un verre dans lequel on a mis de l'eau froide, il y a un verre dans lequel on a mis de l'eau chaude, et puis je ne sais plus ce qu'on a fait. Bon, est-ce que vous êtes capable de dire ça? Bah non. Regardons ça avec la caméra. Ah bah alors là, c'est facile. Vous voyez, là, la température de ce verre, 10 degrés. L'eau froide, en fait, c'est de l'eau dans laquelle on a mis un glaçon. Dans ce verre, 25 degrés, c'est de l'eau à température ambiante. Et dans ce verre-là, on a de l'eau chaude, 43 degrés. Alors, non seulement on peut savoir ce qu'il y a dedans, mais en plus, vous pouvez voir qu'on peut voir la quantité d'eau qui est à l'intérieur. Parce qu'on voit le niveau. Donc ça peut être utile, par exemple, pour savoir la quantité de liquide que vous avez dans des grands réservoirs. Ah ben justement, on est au Havre, il y a tous ces réservoirs, des grandes cuves que vous pouvez avoir avec à l'intérieur soit du pétrole, soit des trucs avec du gaz liquide, etc. Bah, pour savoir de loin la quantité qui est à l'intérieur, on regarde avec une caméra thermique et ça va permettre de savoir le niveau. Voilà. Alors, ça nous permet effectivement de voir tous des phénomènes où il y a des dégagements de chaleur mais qu'on ne voit pas sinon. Par exemple, bah, vous savez que quand on frotte quand on se frotte les mains, on va commencer par les mains. Alors, commençons les mains. Ça chauffe, bah, on va pouvoir le voir en infrarouge. Vous voyez, moi, là, ma main, elle est à 32, 33 degrés. Maintenant, je vais frotter mes mains. Moi, je sens que ça chauffe. Mais de combien? Vous voyez, je suis passé à... Ouais, 34, c'est pas très convaincant. Ah zut, c'est pas terrible. Hein. Bon, ouais, donc je pense que c'est mieux de le faire avec le sol. Hein. Oui, c'est décevant. Donc, on va faire le sol. Donc, je vais frotter le sol avec mon pied. Attends, voilà. Vous voyez? Donc, c'est un sol en bois. Et regardez. On voit la marque qu'a laissé mon pied en frottant sur le sol. Et vous voyez bien que ce n'est pas le fait que la chaussure elle a chauffé en se posant dessus, parce que les pas, on ne voit pas. Alors si, là, tu es resté un petit peu longtemps la chaussure chaude, mais sinon, quand on marche sur le sol, il ne chauffe pas. Hein. Donc c'est vraiment en frottant. Alors par exemple, quand on tape sur le sol, ben, on apporte de l'énergie. Hein, si je donne un coup de marteau. Où est passée cette énergie? En fait, elle sert aussi à chauffer. Mais d'habitude, on ne s'en rend pas compte. Avec la caméra infrarouge, on va... Alors j'espère ne pas casser le parquet de ce conservatoire. Ah, j'avais pas fait la mise au point. Ah, tu fais la mise au point, tu as besoin. Ah bah voilà, on le voit. On le voit. Vous voyez le tout petit impact? Voilà, donc la prochaine fois que vous voulez faire cuire un steak, s'il y a une panne d'électricité, vous prenez un marteau et vous tapez dessus. Bon, alors le problème, c'est que ça peut chauffer un tout petit peu en tapant très fort. Donc si vous voulez faire cuire un steak comme ça, il va falloir taper dessus avec un marteau pendant 20 minutes. Je ne vous dis pas l'état du steak à la fin. Hein. Bon, donc ce n'est pas un conseil qu'on peut vous donner. Alors, maintenant qu'on a vu qu'on était capable de voir les échauffements et tout ça, on va commencer à faire quelques petites expériences de physique avec cette caméra. Donc on va passer à nos plaques. Alors, je vais prendre ces deux plaques. Alors moi, j'en prends une. Voilà. Alors, on va venir vers vous. On a deux plaques de matériaux différents et on va faire tâter ces plaques par quelques-uns d'entre vous pour que vous nous disiez si, à votre avis, elles sont à la même température ou pas. Alors, ce qu'on vous demande, c'est vous prenez votre doigt et vous appuyez le doigt sur le coin, sur le côté, sur la tranche de la plaque. Sur le tranche. D'accord. Alors, première, est-ce que tu acceptes d'être témoin de cette expérience? Voilà. Donc, un doigt sur chaque plaque en même temps. Voilà, hop. Qu'est-ce qui est le plus chaud? Celle-là. Donc, ce que tu dis, c'est que ma plaque est plus chaude. Jean-Michel est plus chaud. Bon, ok. Allez, on va voir si tu as le même avis. Celle-là, tu es d'accord? Allez, une troisième personne. Non, vraiment la sur tranche, le tranche, la tranche. Ok. Celle-là, ok, parfait. Et puis un adulte. Un adulte. Pour voir si l'adulte a la même sensation que les enfants. Au premier rang, il n'y en a qu'un. Il est obligé de jouer le cobaye. Hein. C'est sans danger. Hein, voilà. Donc, la plaque que je tiens, c'est celle qui est plus chaude. Vous voyez, les plaques ne se sont pas rapprochées. On ne les a pas ici. Donc, on va poser cette plaque qui est chaude ici. Et à côté de la plaque chaude, vous voyez, pour s'en rappeler, je vais mettre le marteau dont le manche est rouge. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous avons des glaçons. Ils sont dessous. Qui sont dessous. Nous allons placer sur chaque plaque un glaçon.
D'accord? Donc il peut se passer différentes choses. Première, donc je vais vous faire voter. Il y a 4 possibilités. Première possibilité, on met des glaçons sur les plaques et il ne se passe rien. Bon, A. Possibilité B. Les 2 glaçons vont se mettre à fondre très vite. Possibilité, je vous dis les options et puis après on votera, d'accord? Troisième possibilité, le glaçon sur la plaque froide ne fond pas et le glaçon sur la plaque chaude va fondre rapidement. Quatrième possibilité, le glaçon sur la plaque froide fond très rapidement et le glaçon sur la plaque chaude ne fond pas. Bien, alors on vote. Première possibilité, il ne se passe rien. Qui pense qu'il ne se passe rien? Personne. Bon. Deuxième possibilité, les 2 glaçons vont fondre très vite. Qui pense ça? Bon, personne. Troisième possibilité, le glaçon sur la plaque chaude va fondre et le glaçon sur la plaque froide ne fond pas. OK, donc une grande majorité. Quatrième possibilité, le glaçon sur la plaque froide fond et le glaçon sur la plaque chaude ne fond pas. Alors, on a 3 personnes. Donc, à votre avis, pourquoi vous avez proposé ça? Ah ben... pour faire différemment des autres? Ou alors vous vous dites, ouais, c'est des physiciens, donc forcément, s'ils nous posent la question, c'est qu'en fait, ça doit se passer le contraire de ce qu'on va penser? Ou juste comme ça? Un peu juste comme ça? Ou oui, alors plutôt... viens faire le point. On attend, prends la caméra et alors voilà. Donc on va faire la manip. Première chose, on va déjà regarder la température des 2 plaques avec la caméra. Que nous dit la caméra? Alors, la première plaque, 27 degrés, 28 degrés. La deuxième plaque, 29 degrés. Ah tiens, la plaque chaude, elle est plus chaude, effectivement. Ouais. Bah oui, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. D'habitude, elles sont la même température parce qu'elles sont restées longtemps. Là, on est des tas de projecteurs. Oui, donc, je pense que les projecteurs vont échauffer. Donc, effectivement, la plaque que vous avez chantie chaude est plus chaude. Bien. Donc, maintenant, on va placer les glaçons. Donc, je vais faire d'abord avec la caméra. Donc, je vais la mettre en mode... hop. Tac. Attends. 2 secondes. Thermique. Caméra numérique. Ah, attends. Et je reviens. OK. Donc là... Pour que tout le monde voit bien, je vous fais un gros plan avec la caméra. Je peux le tourner, voilà. Je vais mettre ça parce que sinon, ça va partir. Tout à fait. Et je mets les 2 glaçons. Tu te débrouilles à ne pas faire d'ombre. Voilà, c'est parti. Donc, je vous rappelle, la plaque chaude est ici et la plaque froide... la plaque froide est là. Alors, est-ce qu'on voit ce qui se passe? Tu peux les rapprocher un peu. Alors, vous voyez, ah tiens, vous voyez sur la plaque froide, là. Voilà. Est-ce que vous voyez qu'il commence à y avoir de l'eau? Hein? Et regardez la hauteur du glaçon. Ah, et la plaque chaude? Ah ben mince alors. La plaque froide? Bon, ben vous voyez que le glaçon, si on compare les deux... Alors effectivement, on a vu qu'il y a un tout petit écart de température. Mais ce tout petit écart de température... Et celle-là était plus chaude, hein? Oui. Celle-là était plus chaude. Ça ne peut pas expliquer, hein. Ça, voilà, c'est pas possible. Le glaçon sur la plaque chaude ne fond pas. Le glaçon sur la plaque froide... Il a déjà complètement fondu. Voilà, en 2 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu un glaçon fondre aussi vite? Non. Donc vous voyez, vous n'avez jamais vu un glaçon fondre aussi vite et pour le faire fondre, on l'a mis sur une plaque froide. Il y a un petit truc quand même qu'il faudrait essayer de comprendre. Alors pour ça, on va passer. Pour ça, on va regarder avec la caméra infrarouge pour voir un petit peu la température. Attends, je vais enlever, moi, l'eau. Hein. Voilà. Alors maintenant, regardons. Eh bien, la plaque froide, elle est maintenant à 15 degrés. Donc, ça veut dire que la plaque qui était froide, elle est encore plus froide maintenant. Et puis, la plaque chaude, bah, vous voyez que le bord de la plaque chaude qui était à 29 degrés, il est toujours à 29 degrés. En revanche, il y a juste l'endroit où était posé le glaçon qui est un petit peu plus froid. Alors, ben, en fait, pourquoi? Parce que les 2 matériaux qui composent les plaques ne sont pas les mêmes. Alors, on va peut-être faire tâter. Hein.
Alors oui, on va faire tâter pour savoir... On va prendre les mêmes personnes. Voilà, donc, qu'est-ce qui est beaucoup plus froid? Oui, elle est devenue beaucoup plus froide qu'avant. La chaude est toujours aussi chaude, mais la froide est la froide est maintenant beaucoup plus froide. Est-ce que tu te rends compte que c'est beaucoup plus froid? Oui. Oui, alors il y a effectivement un truc, c'est que si elles ont l'air à peu près identiques, en réalité, il y en a une, c'est du métal, c'est un bloc de métal, et l'autre, c'est du bois. Et vous savez qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés, comme on dit, thermiques. Il y en a un, le bois, il est considéré comme un isolant thermique. Tandis que le métal, lui, c'est un conducteur thermique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? On fait l'expérience des doigts. Ah bah avec les doigts. Donc, on va placer... Donc, Édouard, je vais regarder avec la caméra. Je fais 2 secondes, je fais la mise au point. Peut-être la chaude d'abord. Ah bah la chaude, voilà. Non, la chaude. Bon. Donc, vous voyez la plaque. Montre voir ton doigt. OK. Donc, Édouard va appuyer son doigt contre la plaque. Voilà. J'appuie là. Je laisse quelques secondes. Et maintenant, je retire mon doigt. Et on va regarder comment a changé la température. Alors moi, je suis à 35 degrés. Je suis un peu plus chaud que la plaque. Hop. Eh bien, on voit l'empreinte du doigt sur la plaque. Le doigt a chauffé la plaque. Et le doigt, il est toujours à peu près pareil. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? Le bois, c'est un matériau qui est isolant, qui ne conduit pas bien la chaleur. Donc, quand on met le doigt, en fait, ça va chauffer la surface de la plaque. Et puis, la chaleur, elle reste à la surface. Et donc, au final, eh bien, le reste de la plaque reste à la même température. Et comme la plaque, elle est chaude, le doigt, il reste chaud. Avec le glaçon, ce qui s'est passé, c'est que le glaçon a refroidi la surface de la plaque. Et puis, en fait, la chaleur qui était présente dans le reste de la plaque ne s'est pas déplacée, donc n'est pas venue faire fondre le glaçon. Alors maintenant, avec la plaque froide, vous voyez la plaque est froide, le doigt. Cette fois, j'appuie toujours quelques secondes. Et je vais retirer le doigt. Attention. Vous voyez que la plaque, elle, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, et tandis que l'extrémité de mon doigt a refroidi. Donc là, vous voyez la différence. Cette fois-ci, la chaleur peut circuler bien dans la plaque, puisque c'est un conducteur thermique, et elle s'est déplacée pour aller refroidir mon doigt. D'où ce sentiment. C'est pour ça que quand j'appuie sur du métal, il me semble en général plus froid, parce qu'il va refroidir mon doigt. Alors que quand j'appuie sur du bois, c'est moi qui vais réchauffer le bois. Et ça nous donne des sensations différentes, alors même qu'ils peuvent avoir la même température. Alors attention, on dit ça quand le métal et le bois sont froids. Sont froids, c'est-à-dire plus froids que nous. Mais l'été, c'est le contraire. Hein, vous savez, au soleil, quand vous marchez au soleil, si vous marchez sur quelque chose en bois, pieds nus, en général, c'est un petit peu chaud. Si en revanche, vous marchez sur du carrelage, sur du métal ou des choses comme ça, vous allez vous brûler. Pourquoi? Parce que quand c'est du bois, votre pied va refroidir la surface, juste la surface, et puis on est tranquille. Alors que quand c'est du métal, eh ben, toute la chaleur qu'il y a dans tout le métal, elle va vite venir pour réchauffer votre pied. C'est pour ça que vous vous brûlez l'été, quand vous posez la main sur une voiture qui est restée longtemps au soleil, alors que quand on est ce qu'on appelle un sauna, c'est un endroit qui peut être chauffé à 90 degrés, on peut rentrer dedans, on le supporte, les bancs sont en bois, on s'assoit dessus, on s'aperçoit que c'est un petit peu chaud, mais en réalité, on va vite refroidir le bois et on va pouvoir rester assis relativement confortablement. Alors, on a dit que la chaleur pénétrait à l'intérieur. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir ça? Alors, un petit intermède, là, je vais en profiter pour mettre une patate dans de l'eau. Donc l'eau, on la fait bouillir, je remets au chaud. Vous voyez une belle pomme de terre, on la met dans l'eau et je regarde l'heure. C'est parti. Voilà. Hop, donc on a mis la patate au chaud et je vous dirai combien de temps elle y est restée. Bien, alors maintenant, magnifique livre. Voilà, je prends un livre, c'est du papier. Le papier, c'est plutôt un bon isolant, c'est normal, c'est de la cellulose, c'est comme les arbres, c'est comme le bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma main. Alors ma main, oui, allez, on va partir de là. Je vais plaquer ma main contre le papier et puis je vais attendre.
Donc, je vous rappelle, hein, c'est un isolant thermique. Alors, j'attends un petit peu. Bon, c'est bien, là. Allez. Donc, c'est un isolant thermique. Alors, vous voyez, je vais réchauffer le papier, mais comment? Eh bien, vous voyez l'empreinte de ma main. Je n'ai chauffé que l'endroit où était ma main. Mais si je regarde maintenant à l'intérieur du livre, je m'aperçois que quand même, la chaleur a pu rentrer à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que je tourne les pages du livre, vous voyez que ça devient de plus en plus flou, l'image de ma main. Et de moins en moins chaud. Voilà. Et si je continue encore, ben vous voyez qu'à l'intérieur du livre, lui, n'a pas été affecté. Vous voyez, je n'ai pas appuyé suffisamment de temps pour que la chaleur puisse pénétrer profondément dans le livre, parce que c'est un isolant thermique. Bon, alors, là, on est en train de... La pomme de terre, elle est dans l'eau bouillante. Ça va faire 2 minutes qu'elle est dans l'eau bouillante. Bon, ben... Et on va pouvoir basculer aussi... On bascule maintenant ou après? Non, pourquoi monte? Pourquoi? D'accord. Bon. On monte la patate, hein. On monte la patate. Oui, alors vous vous demandez la diffusion là avec le livre, mais ça a quand même des conséquences pratiques quand on fait la cuisine. Parce que par exemple, prenons une pomme de terre, la même que j'ai mis dans l'eau bouillante. Comment ça cuit comme pomme de terre? Ben, c'est à cause de la chaleur de l'eau. Mais la chaleur de l'eau, il faut bien que ça pénètre à l'intérieur de la pomme de terre. Et on vient de voir que quand c'est un isolant, ça va lentement, la pénétration de la chaleur. Ben, regardons ce qui s'est passé. Dans la pomme de terre. Donc là, maintenant, ça fait 3 minutes que la pomme de terre était dans de l'eau bouillante. Alors, je la sors. Attends, il faut que je la plante déjà. Je la plante. Oh là 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 là. Voilà. OK. Et on va la couper sur la tranche pour voir ce qui s'est passé. T'es prêt? Je suis prêt. Et voilà. Eh bien, vous voyez, en fait, seulement la surface de la pomme de terre s'est chauffée. Quand je regarde le milieu de la pomme de terre, 26 degrés, toute la partie centrale de la pomme de terre, elle est encore à température ambiante. Ça fait 3 minutes que la pomme de terre, elle est dans la casserole. Tout le milieu de la pomme de terre n'a même pas encore commencé à cuire. D'accord? Donc ça veut dire, vous savez, pour faire cuire des pommes de terre, qu'elles soient bien cuites, ben, quand on les fait cuire à l'eau, c'est pas facile. Je bascule sur là-dessus. Donc il y a des scientifiques qui ont étudié la chose, qui ont fait une publication scientifique et qui ont fait des mesures sur les pommes de terre en se disant comment ça cuit une pomme de terre. Parce qu'ils s'intéressaient sur l'industrialisation de la cuisson des pommes de terre. Et le problème, je te dis faire le problème. Le problème, c'est le suivant. Pour cuire correctement une patate, il faut que ça soit au minimum 4 minutes à 100 degrés. Voilà. Donc vous avez vu, hein, la surface de la patate, on l'avait laissée 3 minutes. En fait, elle était pas loin d'être cuite. Mais ce que nous disent aussi ces études, c'est que si on laisse trop de temps la patate dans l'eau chaude, elle devient trop cuite. Vous voyez, c'est le moment où elle commence à se défaire et qu'elle ne se tient plus. Et ça arrive au bout de 16 minutes. Alors là, ça devient compliqué parce que si on met une patate dans l'eau, ça commence par cuire par la surface. Donc la surface, elle cuit très très bien. Mais vous avez vu, la chaleur n'est pas rentrée dedans. Problème, qu'est-ce qui se passe s'il faut plus de 16 minutes pour que ça cuise à l'intérieur? On a un problème parce que la surface va être trop cuite, elle va se désagréger, alors que l'intérieur sera à peine cuit. Eh bien, on se rend compte, à cause de ça, que si vous voulez cuire correctement les patates, il ne faut pas que le diamètre soit plus que 3 cm. Donc la grosse patate que j'ai prise, il ne faut absolument pas la faire à cuire à l'eau comme ça, il faut la couper en bout de 3 cm, et en faisant ça, vous allez pouvoir la faire cuire correctement, c'est-à-dire que tout l'ensemble soit bien cuit. À moins de vouloir faire de la purée, oui. Auquel cas, si on fait de la purée, on peut laisser cuire une demi-heure. Si la pomme de terre elle tombe en morceaux, c'est pas un problème. Mais si on veut des bonnes petites pommes de terre à l'eau et tout ça, eh ben, c'est de la petite pomme de terre qu'il faut prendre ou la découper en morceaux. Alors ensuite, on peut même maintenant, vous voyez, on peut même le faire. Je vais faire passer la pomme de terre parce que vous allez voir, on a un changement de couleur de la pomme de terre sur le tour. Donc on voit très bien que le tour, il a cuit alors que l'intérieur n'a pas cuit. Donc je fais passer les 2 morceaux de pommes de terre.
Voilà, et on Hop. va repasser. J'en fais passer un par là. Vous voyez? Hop. Donc en fait, voilà, il faut regarder, vous regardez sur la tranche. Voilà. Hop, on voit, il y a deux couleurs qui sont différentes. Le tour a cuit et le centre n'a pas cuit. Alors, tout à l'heure, on avait vu, on avait deux morceaux, un morceau de métal, un morceau en bois. Ils étaient pratiquement à la même température et pourtant le métal nous semblait plus froid que le bois. Et on s'est rendu compte, c'est qu'il y en a un qui conduisait bien la chaleur et l'autre ne conduisait mal la chaleur. Mais ils étaient bien à la même température. Regardez ici, avant le début de la conférence, on a préparé différents torchons. Ça fait 1 heure qu'ils sont comme ça. Normalement, ils devraient être à la température de la pièce. Et il y en a un qui est plus froid quand même, qui a 22 degrés. Hein. Voilà. Alors, il y a ce premier torchon. Bon, il est à la température de la pièce, 28 degrés. Ce second torchon, il est froid. il est à 24 degrés. Alors, est-ce que vous avez une idée de pourquoi il y a un torchon qui serait plus froid? Oui? Alors, effectivement, on avait mis beaucoup d'eau. On avait mis de l'eau. Et c'était un torchon mouillé. Merci, c'est bon, on a eu la réponse. On avait eu beaucoup d'eau. Oui, mais sauf que l'eau, on pourrait se dire qu'au fur et à mesure du temps, ça va se réchauffer quand même. D'accord? Tu en mets de l'eau froide, mais voilà. Et puis d'ailleurs, tu as raison, mais sauf qu'on a mis aussi de mouiller le torchon qui est dans ce ziploc. Voilà, donc Et on les regardons a les deux. mouillés, les deux torchons, on les a mouillés en même temps, on les a mouillés de la même manière. Celui qui est à l'extérieur, il est froid. Celui qui est dans le sac, lui, il n'est pas froid. Alors qu'est-ce qui peut provoquer ce changement de température? Oui, là-haut, j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait parce que je faisais que... Au milieu, en haut, avec un habit blanc. Oui, c'est vous. Vous dites? Ah bah oui, de la vapeur d'eau, de l'évaporation. D'accord. Effectivement, quand on sort de la douche, on a plein d'eau autour du corps et puis on sent plus froid. C'est parce que l'eau s'évapore. Alors, pour l'évaporation, on va... Eh ben, on va le faire. Donc là, regardez bien. Attends, Maintenant... non, d'abord celui-là, on va le... Non, je pense que c'est plus malin de... Tu crois? Ouais. Ouais, On va allez, faire alors, ça. donc voilà. Donc là, le torchon qui était à l'intérieur, Je vais l'ouvrir. et on va le sortir. Donc je le laisse et je vais l'agiter un tout petit peu. Bah, tu vois, c'est même pas la... Oui, voilà, même pas la peine. Vous voyez, ça y est, refroidi. Vous voyez le changement de couleur? Dès que je l'ai mis en contact avec l'air libre, eh bien, sa température baisse. Alors pourquoi ce n'était pas le cas dans le Ziploc? Parce que dans le Ziploc, il est enfermé. Et en gros, c'est un petit peu comme ce qui arrive quand on est dans les pays tropicaux. Il y a ce qu'on appelle le taux d'humidité de l'air. Et quand on a 100% de taux d'humidité de l'air, donc c'est très très humide, en fait, plus rien ne peut sécher. Parce qu'en permanence, en fait, l'eau, elle reste, hein, elle ne peut pas s'évaporer. C'est ce qui arrive dans le Ziploc. Au départ, l'eau s'évapore un petit peu, on atteint 100% du taux d'humidité dans le Ziploc, qui est bien étanche, et alors ça ne s'évapore plus. Bon, alors, Et il y a moyen de faire évaporer encore plus. Qu'est-ce que vous suggérez? Comment on fait si on veut se faire sécher du linge? Alors c'est vrai que bon, vous n'avez peut-être pas l'occasion de faire beaucoup souvent sécher du linge, mais bon... surtout au Havre où il pleut tout le temps. Hein. Bon, enfin, une des choses pour faire sécher, c'est de mettre au soleil l'été. Ça apporte de la chaleur, mais c'est aussi quand il y a du vent. Parce que le vent va enlever l'humidité. Alors, on va essayer de faire du vent. Allez, on va essayer. Donc 22, allez, tu vises le bas, 22, 23 degrés. 23, donc bon, allez. Pour le vent, il n'y a pas... Alors je suis désolé pour le premier rang. Hein. Pour faire du vent, il n'y a qu'une seule solution. Hein. Alors, est-ce que ça fait un effet ou pas du tout? Bah oui, 20 degrés, 21. Donc on a réussi à gagner 4 degrés. Ah encore. non. 2 degrés. 2 degrés. 2 degrés. Voilà. Donc, quand on tourne, en faisant tourner, ça fait comme un vent. Et le vent, ça permet effectivement de faciliter l'évaporation, parce que vous parliez de vapeur d'eau. Mais s'il n'y a pas de vent, la vapeur d'eau, elle va rester près du linge.
Et ça ne va pas aider les autres molécules d'eau à s'évaporer. Alors que quand je tourne, et bien là, elle se déplace. Est-ce que j'ai gagné quelque chose ou pas? Non. Ah non, c'est vraiment décevant, j'ai gagné. Allez. Oui. 21. Oui, mais le problème, c'est le taux d'humidité dans la pièce. Hein. Donc ça, c'est une expérience. Chaque fois qu'on l'a fait, il se passe des choses différentes. Parce que la température est différente et parce que le taux d'humidité est différent. Bon, là, ça a quand même bien marché. Hein. Je vous rappelle, la température ambiante, c'est 26 degrés. Le sol, là, il est 27 degrés. Donc, température ambiante de 27 degrés, on a réussi à obtenir 21 degrés juste en évaporant. D'accord ? Donc, si vous avez froid en sortant de la mer, hein, bah, ce n'est pas une illusion, c'est vrai. C'est vrai parce que vous êtes mouillé, vous sortez, il y a un petit peu de vent, ça évapore l'eau qui est sur votre corps, et l'évaporation de l'eau eh bien, refroidit réellement votre peau. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que pour refroidir la soupe, il faut souffler dessus. L'air que vous soufflez, c'est un air qui est quand même chaud. Mais ce que vous faites, c'est que quand vous avez votre soupe, vous avez de la vapeur d'eau qui va se mettre juste au-dessus de la soupe. Si vous soufflez, vous l'enlevez, vous forcez l'évaporation. Donc ça veut dire que, et pour évaporer, il y a besoin d'énergie. Les molécules d'eau, pour qu'elles sortent de l'eau, c'est les molécules qui ont le plus d'énergie. Donc quand on enlève des molécules de l'eau, eh bien, ça veut dire qu'on va récupérer de l'énergie, donc on va refroidir l'eau. Donc en soufflant, on fait évaporer, donc on refroidit. Alors c'est pour ça qu'il y a des procédés d'évaporation naturelle sans aucune autre source d'énergie. Hein, on n'a pas besoin de frigo, qu'on retrouve par exemple ici et ici. Ici, c'est ce qu'on appelle une gourde basque. Une gourde basque, c'est une gourde qui est en peau. Et la caractéristique de la peau, c'est que c'est un matériau qui est poreux. Donc, quand vous remplissez votre gourde avec de l'eau, hein, parce que c'est poreux, ça va rendre un petit peu humide la peau de la gourde. Et donc, ça va pouvoir s'évaporer. Mais si ça s'évapore, ça refroidit ce qui est à l'intérieur. Et dans les amphores, c'est exactement la même chose. Dans les amphores, vous mettez du vin ou de l'eau ou un autre liquide, et le matériau qui constitue l'amphore est lui aussi poreux. Donc, la surface est un petit peu mouillée, ça peut s'évaporer et ça va refroidir donc ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, les gains, ils ne sont pas incroyables, hein, on ne va pas congeler en faisant ça, mais on peut gagner presque 10 degrés. Alors, vous pouvez essayer, hein, boire une boisson à 30 degrés ou à 20 degrés, ben, la différence, elle est quand même très appréciable lorsqu'il fait chaud. Bien. Alors, pour continuer, on va revenir à la cuisine. Et puis, vous voyez qu'on a ici un four micro-ondes. Donc, sur la dernière séquence de cet exposé, on va regarder un peu, étudier ce qui se passe avec le four micro-ondes. Alors, pour cela, on a préparé un verre, 2 verres identiques avec de l'eau et de l'huile. Alors, on va repasser on va basculer avec la caméra. Donc là, vous voyez, les 2 verres sont à température ambiante. Voilà, là, on voit absolument, il n'y a aucune distinction entre l'huile et l'eau. Hein, on le redit, hein, vous voyez que quand on les regarde, on sait les distinguer. Il y en a un qui est jaune, l'autre qui est transparent, mais puisqu'ils ont la même température, ils donnent la même lumière infrarouge. Maintenant, on les met dans le four à micro-ondes. On ferme. C'est parti. On va laisser 30 secondes. Attends, je viens de ce côté-là. Tu viens de ce côté-là? Ah oui, pour l'ouverture. T'es prêt? Allez, hop. On attend. C'est bon? C'est bon. Allez. Eh bien, vous voyez, là, il y a un endroit qui est chaud. On est à 40 degrés. Ici, 32. Ça a monté de 2-3 degrés. Donc, ce qui est chaud... L'huile n'a pas changé de température alors qu'elle a été 30 secondes dans le four micro-ondes. En revanche, eh ben vous voyez que le verre d'eau a bien chauffé. On est à 42 degrés. Voilà. Donc, là, ça veut dire que les micro-ondes... Alors, les micro-ondes, vous le savez, four à micro-ondes, ça chauffe. Mais vous voyez que ça chauffe pas pareil. Enfin, je veux dire, ça chauffe pratiquement pas l'huile, ça chauffe beaucoup l'eau. Alors, pourquoi? Alors, mais ça, c'est une question, ce qu'on appelle une question rhétorique. Donc, c'est juste que je pose la question pour moi-même vous y répondre après. Voilà. Ben si. Donc, la molécule, l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule d'eau, c'est 2 hydrogènes et un oxygène. Et en gros, ça se passe à peu près comme ça.
Donc, on a H2O, là c'est O, la tête d'Édouard, et les 2 points, c'est les atomes d'hydrogène. Alors en plus, les atomes d'oxygène et d'hydrogène, ça n'aime pas trop les charges électriques de la même manière. Un atome d'oxygène, la tête, il est plutôt négatif, comme Édouard, et les points, les atomes d'hydrogène, ils sont plutôt positifs. Alors la micro-onde, le terme technique en physique, on dit que c'est une onde électromagnétique. Ça veut dire que dedans, il y a un champ électrique. Un champ électrique, c'est quoi? C'est un truc qui fait une force. Alors, les champs électriques, vous avez vu, hein, quand vous frottez votre peigne, etc., on peut attirer des petits objets. Alors, champ électrique, c'est un truc qui va tirer les électrons, les charges positives vers le haut, et les charges négatives vers le bas. Sauf que c'est une onde, et une onde, c'est un champ électrique qui bascule. Donc, quand le champ électrique est comme ça, vous avez les atomes d'hydrogène qui vont aller vers le bas et l'atome d'oxygène vers le haut. Sauf que dans le micro-ondes, vous avez vu, il y a écrit fréquence 2,4 GHz. Ça veut dire que 2 milliards de fois par seconde, il y a le champ électrique qui bascule. Et donc les molécules d'eau à l'intérieur, elles se mettent à tourner dans tous les sens. Et comme les valseurs sur une piste de danse, si on se met à tourner, on se cogne. Ça cogne, c'est de l'agitation. Et en fait, l'agitation des molécules à grande vitesse, eh bien, c'est la chaleur à l'échelle microscopique. Donc, autrement dit, ma micro-onde, j'ai réussi, en faisant tourner molécules d'eau, à donner de l'énergie à l'eau et à la faire chauffer. Bon, les molécules d'huile. L'huile, c'est une grande chaîne avec du carbone et de l'hydrogène. Alors déjà, on n'a pas cet effet de séparation de charge qu'on a avec l'oxygène. Et puis en plus, c'est des grandes chaînes. Donc quand on a des grandes chaînes, c'est beaucoup plus difficile de les faire tourner. Donc elles sont un tout petit peu sensibles au champ électrique, mais beaucoup moins que les molécules d'eau. Ce qui fait que l'huile, à la fin, chauffe beaucoup, beaucoup moins que l'eau. Alors ensuite, on peut se demander pourquoi 2,4 GHz, hein. En fait, c'est une espèce de compromis. D'abord, c'est un peu historique. Il se trouve que ce qu'on appelle les fréquences, hein, c'est-à-dire que les fréquences, par exemple, les fréquences radio, les fréquences de votre mobile, on ne peut pas les utiliser comme on veut. Il y a une instance qui permet de réguler qu'est-ce qu'on fait dans tel domaine de fréquence. Et il se trouve que lorsque le micro-ondes a été créé, il y avait un domaine de fréquence qui ne servait à personne, ça ne servait pas aux télécommunications, et c'était aux environs de 1 GHz. Donc déjà, on pouvait utiliser cette fréquence-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le Wi-Fi est aussi à la même fréquence, parce que c'est une bande qui est libre, on fait l'usage que l'on veut. Et enfin, pourquoi avoir choisi 2 GHz et pas, comme c'est montré ici, 10 fois moins ou 10 fois plus? Il se trouve que si on était à des fréquences 10 fois moins, ça chaufferait moins. L'onde, elle pourrait pénétrer plus à l'intérieur et en gros, ça ferait des rôtis qui ne sont pas assez cuits. Ça ne chauffe pas assez vite, c'est pas bon. Si ça allait beaucoup plus vite, 10 fois plus vite, 20 GHz, ça serait un petit peu comme un grill. Ça veut dire que vous pouvez utiliser, ou bien un peu comme le barbecue, hein, ça veut dire que ça chauffe très 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 fort. Ça chauffe tellement fort que ça va cuire beaucoup la surface, mais ça ne va pas finalement pénétrer à l'intérieur. Donc combien de fois vous avez dû manger un rôti qui était grillé en surface et vous coupez à l'intérieur, la viande elle reste rouge? Et bien là, ce n'est pas bon non plus. Il se trouve qu'avec 2 GHz, c'est pas mal, ça cuit partout, et donc c'est plutôt satisfaisant en termes alimentaires. Alors là, Jean-Michel est en train de préparer un bout de carton parce qu'on voudrait voir comment sont les ondes à l'intérieur du micro-ondes. Et pour ça, ce qu'il fait, c'est qu'il humidifie une surface de carton. Donc n'oubliez pas, l'eau est très sensible au micro-ondes. On va le passer au micro-ondes, on va sortir le carton et on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça va être homogène ou pas? On y va? Oui. Alors peut-être qu'on va enlever ça. Oui. On met... Et on n'a pas notre corde. Alors, on regarde, vous voyez, c'est bien, c'est température homogène et c'est froid. Ah bah, pour l'instant, on ne voit rien, pas. Mais ça va venir. Voilà. D'accord. Donc, c'est froid, c'est normal, ça s'évapore. Donc, on le met à l'intérieur. Tu te mets de l'autre côté. Ouais. On va lancer.
Donc quoi, 30 secondes? Ouais. C'est parti. Mais on va faire avec ça les ondes. Ah oui, on a oublié. Ouais. D'accord. C'est bon là? Ouais. Allons-y. Ah, Regardez. En fait, vous avez des endroits qui sont toujours froids, des endroits qui ont beaucoup chauffé, et vous avez c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud. En fait, le micro-ondes, il apporte de l'énergie à l'eau, mais de manière différente selon l'endroit. Ça, c'est parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle une onde. Alors, pour ça, on va vous montrer une onde avec notre câble. Voilà. On espère Donc, que ça n'a pas débranché. ah non, ouais, je ne veux pas le débrancher. Tiens, tourne-le pour pas qu'il soit trop... etc. Ouais. Donc, si je... Hop. Là, vous voyez que quand je secoue la corde comme ça... Alors, est-ce que vous voyez le câble noir quand même? Vous le voyez? OK. Donc vous voyez qu'il y a des endroits où le câble bouge beaucoup, et il y a des endroits où il ne bouge pas beaucoup. Et bien pour les ondes, c'est la même chose. Pour la lumière, c'est la même chose. Donc il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'y a pas beaucoup d'ondes, ça ne va pas chauffer. Et il y a des endroits où il y aura beaucoup de lumière, ce qu'on appelle des ventres. Et là, ça va chauffer. Ce qui explique que sur votre plaque, c'est très très différent en fonction de l'endroit où vous regardez. Et ce qui explique pourquoi dans les micro-ondes, vous avez un plateau tournant. D'accord? Je ne sais pas si vous vous êtes demandé comment ça se fait que quand je mets dans un four normal, je mets sur une grille, et quand je mets sur un four micro-ondes, il y a un truc qui tourne. Pourquoi il faudrait faire tourner? Parce qu'en fait, comme l'apport d'énergie, ce n'est pas le même selon les endroits. Si vous mettez un plat pour le réchauffer, ça va réchauffer certains endroits, il y a d'autres endroits qui vont rester froids. Si vous faites tourner le plat, ça veut dire qu'à un endroit donné, il va passer par des endroits, ça chauffe moins, ça chauffe moins, ça chauffe moins, et donc en moyenne, ça va chauffer partout à peu près pareil. Petite remarque, si vous voulez faire réchauffer, alors d'habitude, si c'est des alus, c'est des cafés, si vous voulez faire réchauffer votre chocolat, ou toute boisson chaude que vous buvez, d'accord, quand on est au micro-ondes, si vous le mettez au milieu, est-ce que le plateau tournant, il va faire quelque chose? Ça va le faire tourner sur lui-même, mais ça va rester toujours au même endroit. Donc si c'est un endroit qui ne chauffe pas, on est cuit. D'accord? Enfin non, justement, on n'est pas cuit. Donc quand on fait réchauffer quelque chose, faut toujours le mettre sur le côté du plateau micro-ondes. Alors quand on est deux, c'est facile, on met les deux tasses, on met les deux bols. Quand on est tout seul, moi, il a fallu du temps pour me forcer à réussir à ne pas le mettre au milieu. Là, on aime bien la symétrie au centre. Eh bien non, quand on fait réchauffer quelque chose, il faut le mettre sur le côté pour que ça puisse chauffer, pas chauffer, chauffer, pas chauffer. Voilà. Alors pour conclure, on va revenir avec nos patates. Et voilà ce que nous, on croyait même il y a 1 an et demi. On se dit, on a vu dans la patate à l'eau, la cuisson commence par la surface, ça pénètre à l'intérieur, donc avec tous les problèmes que l'on a évoqués. Le micro-ondes, c'est la solution à notre problème, puisque ça va chauffer partout dans le volume de façon homogène, en tout cas homogène si on le met pas au centre du plateau tournant. Donc il y a encore 1 an et demi, on croyait que si on a une patate et que si on la fait cuire, on aura une cuisson homogène partout. Et ben faisons-le. Alors expérimentons. Donc vous voyez bien qu'on met la patate sur le bord, d'accord, pour bien que la cuisson soit... Oui, de la façon, voilà. Voilà, allez, on y va. Donc là, on va attendre un tout petit peu. Et de façon... Comme tout à l'heure, donc là, en revanche, tu la coupes dans le sens de la... Oui, dans la longueur. Je suis prêt à déguster une patate bien cuite. Bon, c'est bon, là. T'es sûr? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en fait, le temps que vous disiez non, t'es sûr, machin, oui, c'est bon, maintenant c'est bon. Si ça y est pas, on recommencera. Hein. Oui, mais on l'aura coupé en deux. Hein. On en a d'autres. Alors attends, je fais la mise au point. Et hop, tu peux y aller. Voilà. Regardez la pomme de terre.
Est-ce qu'elle est homogène? Ben non. Vous voyez Bah non. Regardez. Alors, ici, il y a un point qui est chaud, à 55 degrés. Ici, c'est seulement à 40 degrés. Ici, c'est à 55 degrés. Ici, c'est à 40 degrés. Alors, vous voyez, alors là, ça commence à... Alors, première chose, ce qu'on voit, c'est que la micro-onde, elle a vraiment pénétré dans toute la pomme de terre. D'accord? C'est pas comme avec la chaleur où il y a juste la surface qui est chaude. Là, on a le milieu qui va chauffer. Sauf qu'en fait, on retrouve à l'intérieur de la pomme de terre le même genre de figure que celui qu'on avait sur le carton dans le four. Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de la pomme de terre, on a refait des ondes. Alors, là c'est sûr, pour terminer, c'est un truc qui est un petit peu délicat, un petit peu compliqué. C'est le fait que dans l'air, en fait, ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est-à-dire la taille des... Vous vous rappelez, il y avait les fuseaux avec les endroits qui bougent beaucoup, les endroits qui ne bougent pas beaucoup. Et la taille de cet objet, ça s'appelle la longueur d'onde. Bon. Dans le four micro-ondes, la longueur d'onde, c'est de l'ordre de 10 cm. Donc on avait des tâches qui étaient séparées de la moitié, c'est-à-dire de l'ordre de 5 cm. À l'intérieur de la pomme de terre, la micro-onde se propage dans l'eau. Il y a ce qu'on appelle un effet d'indice. La vitesse de propagation, elle est plus longue, donc les ondes, elles sont plus courtes. Elles sont de l'ordre du centimètre. Et donc là, on obtient des ondes de la taille du centimètre. Et puis en plus, de la même manière que quand vous avez une plaque de verre qui est transparente, donc qui laisse passer la lumière, à la surface, vous avez de la réflexion, une petite partie de la lumière qui est réfléchie. Ben, quand on fait le calcul avec la pomme de terre, vous avez 70% de la micro-onde qui est réfléchie à la surface. Alors ça veut dire que l'onde, elle a plus de difficultés à rentrer, mais une fois qu'elle est dedans, elle va rentrer et elle va faire ce qu'on appelle un résonateur. Voilà, donc ça permet d'avoir tous ces points-là. Non, ça on zappe. Oui, on zappe, mais voilà, c'était juste pour donc dire... Donc c'était juste pour montrer. Alors tu peux montrer la précédente parce que ça me permet de faire de la pub, ou je la ferai après. Oui, tu l'as fait après. Je la fais après, voilà. Tout ça pour dire que c'est de la physique quand même très actuelle, ce qui se passe à l'intérieur d'une pomme de terre, hein, comme c'est signalé ici. Alors l'expérience que vous ne ferez pas, qui est prohibée, hein, c'est de pouvoir faire des étincelles avec des grains de raisin, parce que justement on a de la concentration d'ondes grâce à ce genre de phénomène qui fait que ça va pouvoir faire claquer l'air juste entre deux moitiés de raisin. Si vous regardez sur YouTube, vous trouverez ce genre d'effet. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Hein. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'hésite pas à faire des expériences avec du feu, avec du machin, etc. Ces expériences dans le micro-ondes, c'est des choses que j'ai jamais fait parce que j'ai pas envie de casser mon four micro-ondes. Oui, nos collègues qui l'ont fait, ils ont cassé 10 fours avant de réussir. Hein. Voilà. Et bien, sur ce, on va s'arrêter pour juste... Pour rappeler qu'il y a beaucoup des manips qu'on vous a présentées ici qui sont issues de chroniques, hein, qu'on écrit depuis plus de 20 ans maintenant avec Jean-Michel. Donc il y a des livres, il y a plusieurs livres qui sont... Alors maintenant, je ne sais plus si on les trouve chez les libraires, mais en tout cas, ils sont dans les bibliothèques. Et puis surtout, il y a ma chaîne YouTube, Merci la physique, 23 000 abonnés. Hein. Donc j'espère que ce soir, j'en aurai encore plus. Voilà. C'est une chaîne que j'ai créée au moment du confinement. Pendant le confinement, j'ai fait une vidéo par jour. Donc c'est avec ma femme. Donc par exemple, vous voyez une vidéo, elle marche sur des œufs. Voilà. Donc plein d'expériences qu'on peut faire à la maison et aussi des expériences avec du matériel un peu de professionnel. Donc sur le four micro-ondes. Donc là maintenant, j'ai dépassé la 100aine de vidéos. Ça y est, Edouard m'a rejoint. Donc il y a quelques vidéos avec Edouard. Donc en gros, le rythme actuel, c'est plutôt une nouvelle vidéo par mois, avec plein de trucs de physique et de la physique, vous voyez, du quotidien qui nous entoure, comment la physique permet de comprendre le monde qui nous entoure. Voilà, donc... Merci beaucoup, Édouard et Jean-Michel. Si vous voulez, alors je sais qu'il y a peut-être des classes qui vont devoir repartir, s'il y a une ou deux questions très rapides, on peut les prendre. Il y avait une question de toute façon. Ouais, bah juste derrière, vas-y. T'as vu le capuchon? Je t'apporte le micro. Il n'est pas là. Posé là. Ah bah si, oui. Non. Attends. Là, ça marche? Ça marche là? Oui, oui. Okay. Ah bah je l'ai mis dessus. Ça fait quoi si on met de l'eau et de l'huile au micro-ondes, mais ensemble? Enfin, Ensemble. de l'eau dans l'huile.
Alors d'abord, ils ne se mélangent pas. Donc ce qui va arriver, c'est qu'il y aura l'huile au-dessus de l'eau. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que l'eau va plus chauffer que l'huile. Ça reste vrai. Après, malgré tout, si l'huile est en contact avec un corps qui est chaud, elle aussi, elle va chauffer, un peu comme par diffusion de la chaleur. Donc, mais c'est des temps qui seront beaucoup plus longs. Mais a priori, si on fait la manip telle qu'elle, on aura exactement le même phénomène. Et par ailleurs, c'est ce qui se passe dans les aliments. Hein. Dans les aliments, vous avez de l'eau, vous avez d'autres composés dans les aliments. Le four micro-ondes chauffe l'eau, et ensuite l'eau transmet son énergie au reste de la matière de l'aliment. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y en a une là. Est-ce que tu veux le dire dans le micro? Oui. Il y a des gens qui ont inventé des choses, c'est les lunettes thermiques et infrarouges. Bah, ces lunettes thermiques, c'est des lunettes qui marchent exactement comme ça, sauf qu'au lieu que ce soit avec une caméra, c'est avec des lunettes. Voilà. Mais c'est exactement le même principe. Alors, il faut faire attention parce que des fois, quand vous voyez des gens qui disent des lunettes pour voir la nuit, vous avez deux types de lunettes pour voir la nuit. Vous avez des lunettes qui, en fait, vont prendre le peu de lumière qu'il y a et vont l'amplifier. Et puis, vous avez des lunettes qui vont détecter la lumière infrarouge. Quel public? Bon. Quel public? N'hésitez pas à partir aussi, il y a des classes qui doivent partir. Donc, moi, j'ai une petite question. On peut voir aussi l'ultraviolet, par exemple, de l'autre côté ou pas? Alors, y a des caméras ultraviolettes. Ouais. C'est plus cher. Et il y a moins d'expérience qu'on peut faire avec. Mais il y a plein de trucs super sympas à voir en UV aussi. Hein. En UV, ouais. Si la prochaine fois qu'on a des sous, on en achète une. Hein. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation.